Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Et si c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que j'ai rien compris. On est complètement là-dedans. Et on n'a pas pris encore cette conscience. Parce que quand on parle de la propriété de la donnée, quand on parle de jeu data-vise, on oublie simplement déjà de gérer l'information de l'entreprise. Simplement celle de l'entreprise, on le fait pas. On parle de l'information du secteur, elle est riche, mais on parle de l'information globale, je déclare, qui est l'enjeu des PDP, mais qu'est-ce qu'on fait déjà de l'information de l'entreprise? Et c'est pour ça que j'ai développé Tipeesoft. Et ça, par rapport à la connaissance que tu as de la profession, tu penses que les données qu'on a, elles sont sous ou inexploitées, à part pour à des finalités, d'obligations fiscales, sociales? Je pense que il n'y a pas aujourd'hui un discours assez clair sur la vision que nous devons avoir, nous, de notre profession. Qu'est-ce que nous apportons à nos clients? Qu'est-ce que nous apportons à notre société aujourd'hui? Et l'information dont le client a le plus besoin, c'est celle qui le concerne directement sur son marché, bien sûr, mais sur aussi son projet à lui. J'ai fait de nombreuses années une conférence sur le business plan au Salon des entrepreneurs à Paris, à l'époque où j'étais élu à l'Ordre de Paris, et je faisais ça avec mon associé sur cette conférence sur le business plan dans l'amphibleu du Palais des Congrès. On avait 800 personnes. Et dans cette conférence, je disais, le business plan, c'est passer du rêve à la trésorerie. Et le business plan, c'est une construction d'une information sous un angle financier, mais d'une information stratégique. Et les chiffres ont cette vocation à pouvoir être exprimés avec cette vision stratégique. Et c'est de cette information dont je parle là. Oui, c'est au service de l'activité et ça lui permet aussi de réfléchir. Typiquement, quand tu parles du rêve, on peut se dire, je vais faire ça, je vais faire ci. Et puis, en fait, on se rend compte avec les chiffres que telle ou telle chose, c'est pas possible, ou ça va coûter trop cher, ou il faut aller chercher des financements. C'est au service du projet et pas, c'est pas une contrainte, c'est... Absolument. Et c'est pour ça que, l'un de mes discours, et ce sur quoi je suis quand même assez peu entendu dans la profession, il y a certains experts comptables, et tu en connais bien, qui ont pris conscience de l'importance de la notion de budget. Mais quand je parle budget à l'ensemble de mes confrères, ils n'y touchent pas. Or, pour moi, on parlera peut-être du temps qui n'existe pas. Seul le présent existe. Le budget, c'est la projection du futur souhaitable que je comprends là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai besoin de construire avec ce budget la vision de ce futur souhaitable. C'est-à-dire que le futur n'est qu'illusion, mais j'ai besoin aujourd'hui, dans ce présent-là, d'imaginer ce futur pour aller vers ce futur aujourd'hui. Et le budget,
C'est ça. Et c'est ce qu'il permet, c'est cette réflexion-là qu'il permet et qui permet de donner un objectif sur lequel je vais pouvoir mesurer au fur et à mesure du temps si je l'atteins, s'il faut que je le modifie, et d'être dans un cercle vertueux de mise en place dynamique d'une vision de mon futur au présent. Et ça influe aussi la stratégie d'entreprise parce qu'en fonction de si on est au-dessus ou en dessous du budget, il faut qu'on prenne des décisions. Et on est en plein dans ce que j'appelle la stratégie d'entreprise. Moi, ça fait des années que je propose à la profession de réfléchir à ce changement de paradigme, de dire arrêtons de voir la comptabilité simplement au service de la base fiscale, mais voyons-la au service de la prise de décision. Ça, c'est ma vision. Et pourquoi tu penses que les experts comptables, enfin les cabinets en général, ne s'emparent pas de ce sujet-là? Parce qu'ils ont encore trop à faire avec la gestion réglementée, avec le sujet des normes et des lois qui sont extrêmement envahissantes et pour lesquelles effectivement les clients viennent les chercher. Et en même temps, ça les rassure d'être dans ce domaine qui est un domaine technique dans lequel ils savent qu'ils peuvent exceller par leur niveau de compétence. Mais au fond, enfin, j'aime à dire ça, j'ai compris beaucoup de choses le jour où j'ai vendu mon cabinet à mes jeunes associés et que je me suis senti, et que j'ai été disponible pour accompagner des projets en étant de l'autre côté, à côté des décideurs, et que j'ai compris quel était leur mode de fonctionnement et leurs problématiques et leurs besoins d'accompagnement, justement dans cette prise de décision sur les aspects financiers. Et c'est là que j'ai vraiment compris leurs besoins, et c'est ce que j'ai mis dans Tipeesoft. Tipeesoft, c'est le résultat de ce que j'avais construit quand j'étais dans le cabinet, où nous étions avec Cégide. Et Cégide, c'est un outil très puissant, avec des bases SQL très intelligentes. Et j'avais construit, parce que j'aime bien dire que je suis un paresseux créatif, c'est-à-dire que j'aime avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. J'avais construit des outils avec les outils Microsoft de reporting qui me permettaient de faire des reporting sur mesure pour mes clients en attaquant les bases de données Cégide. Et c'était des reportings avec ma vision d'expert comptable, mais qui avait déjà cette vision de correspondre en business model client. Mais j'avais pas compris toute la puissance notamment de la vision budgétaire vis-à-vis de nos clients. Et ça, je l'ai compris après, en accompagnant, en étant à côté des décideurs. Et j'ai mis ça dans Tipeesoft. Et alors, j'ai une question qui me vient. Quel avenir tu vois pour la profession, dans le sens où il y a beaucoup d'experts comptables qui sont justement, on va dire, orientés sur l'aspect plus... c'est pas forcément de leur fait à eux, c'est aussi les contraintes réglementaires qui font que, mais en tout cas, au niveau du business model des cabinets, la majeure partie du chiffre d'affaires, je sais plus les stats exactes, 80 ou 90% sont dédiés à la production, comptable, fiscale, et donc plus orientés sur le réglementaire et non pas sur les attentes, les besoins du client. Et donc avec tout ce qui se passe, la facture électronique, potentiellement, on peut imaginer dans un futur plus ou moins proche la perte du monopole. Quel avenir tu vois pour... Mais j'ai un petit peu répondu en disant qu'il convient de réfléchir à notre utilité. Qu'est-ce qui a de la valeur dans notre utilité? Certainement pas. Moi, je me souviens du discours de Marie-Laure Partnet qui a créé quel journal comptable de la profession sur scène, qui disait mais nos clients sont taxés deux fois. Ils sont taxés par l'État qui leur prend des impôts, ils sont taxés par l'expert comptable qui leur fait payer la déclaration. Donc c'est certainement pas là qu'on va créer de la valeur. On a une certaine utilité parce que on permet à nos clients d'être disponibles pour leurs projets et pas pour l'administratif, mais c'est pas ce qui a le plus de valeur. On a de la valeur quand on leur permet d'optimiser leur structure, leur fiscalité, etc. Mais là où on peut vraiment avoir de la valeur, de mon point de vue, une valeur ajoutée, est dans des métiers qui sont accessibles pour nous, qui sont dans notre cercle
proches, en les accompagnant dans la prise de décision à travers l'utilité des chiffres et la vision financière. Là, pour moi, il y a un marché, et je vais pas prendre ça à ton expert comptable, mais le marché, pour moi, et l'avenir de la profession, il est là. Il est pour moi complètement là, et on n'a pas besoin du monopole pour ça. On a simplement besoin d'être reconnu comme étant effectivement les plus, comment dirais-je, les plus légitimes sur ce marché de l'accompagnement. Et en plus, ça n'empêche pas que les murs de notre maison soient stratégiques, soient basés sur la gestion réglementée, qui est effectivement notre porte d'entrée. Mais ce que j'ai toujours dit à mes clients, à l'époque où j'avais mon cabinet, c'est vous venez me voir pour la gestion réglementée, pour vous faire votre bilan. Et là-dessus, j'ai aucune différence avec mes confrères, sauf peut-être que je le fais plus vite qu'eux. Mais c'est pas ça qui a de la valeur pour moi. Ce qui a de la valeur pour moi, pour vous, ce qui a de la valeur, c'est l'accompagnement que je peux vous faire, c'est faire parler vos chiffres. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous. J'ai connu un autre type qui m'a apporté énormément, qui avait dans un cabinet bordelais, qui avait segmenté le cabinet en disant j'ai les clients entrepreneurs, ceux avec lesquels que je peux accompagner, qui ont un besoin d'accompagnement, et puis j'ai les clients tout venants qui viennent juste chercher de l'assurance et de la gestion réglementée. Et donc je fais la distinction entre les deux. Et je sais dire aussi, je ramène ça encore à Tipeesoft. Tipeesoft, c'est pas un outil pour tous les clients du cabinet, c'est un outil justement pour les clients entrepreneurs. Ceux que je peux accompagner. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des clients qui peuvent être entrepreneurs mais qui n'ont pas forcément de budget à consacrer à ce conseil? C'est toute la réflexion aussi de la start-up. C'est comment j'organise effectivement ce partage de la valeur entre le client et moi. Comment j'organise cet accompagnement pour qu'on y trouve notre compte. À terme, quels efforts je fais à un moment donné, et puis comment aussi je fais prendre conscience à mon client qui pense qu'il n'a pas les moyens de me payer, de dire mais si, il faut que tu trouves les moyens de me payer. Enfin, ça fait partie de ton projet. C'est essentiel que toi tu acceptes de donner de la valeur à ça. Et c'est un levier pour lui de croissance. Bien sûr. Donc, en fait, ça va l'aider à développer et donc à avoir les moyens de... Moi, je suis assez stupéfait. Enfin, quand je discute, à l'occasion notamment à l'Académie des sciences comptables et financières, où j'ai pas mal œuvré, notamment le dernier groupe de travail sur l'accompagnement des startups. Quand les experts comptables parlent, ils sont pas conscients de la valeur de ce qu'ils apportent. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes et de leur qualité personnelle de conseil. Ils ont une conscience de leur savoir, de leurs compétences techniques, mais pas de la valeur que ça a. Et c'est ce qui fait qu'ils ont du mal à se vendre. Quand je vois les posts sur on ne fait pas de comptabilité, surtout on veut pas en parler, quoi. Je dis, comment voulez-vous vendre des missions de valeur à vos clients avec l'image que vous avez vous-même de la comptabilité? Moi, je suis désolé. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi dans mon histoire à notre titre, expert comptable. Ah ouais, c'est pas beau, expert comptable, parce qu'il y a comptable dedans. Mais on a cherché, on n'a pas trouvé mieux. Et je dis la question, c'est pas que expert comptable, ça ne correspond pas. C'est comment on peut revaloriser l'image de la comptabilité. C'est revaloriser l'image de la comptabilité qui a du sens aujourd'hui. La comptabilité, c'est un outil extraordinaire au service de la réussite de l'entreprise. Mais quand on le voit dans une vision stratégique d'outils d'aide à la décision. Et voilà, donc, expert comptable, prenez conscience de la valeur de ce que vous avez apporté au client, et à partir de ce moment-là, vous serez capable de vendre. Oui, parce que si toi-même tu crois pas en ce que tu vends ou tu vois pas la valeur, ça va être compliqué de convaincre quelqu'un. Bien sûr. Et de faire passer ton prix. C'est un cercle vertueux ou vicieux, selon la manière dont on le regarde. Mais c'est marrant parce que c'est quand même ce que tu dis, où il y a certains experts comptables qui sont peut-être une majorité, mais qui voient pas forcément la valeur, on va dire, dans ce qu'ils apportent, ou du moins ne savent pas la mettre en valeur.
Et pourtant, ce qu'on entend beaucoup, c'est tout le temps l'expert comptable, il fait du conseil, tout ça. Est-ce que c'est pas en contradiction? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui découvres la profession? C'est pas moi qui suis interviewée. Non, mais tu comprends pourquoi je te renvoie cette question. Enfin, quand je t'ai vu apparaître sur LinkedIn, j'ai tout de suite réagi en disant tiens, il y a un jeune qui se pose plein de questions. J'ai voulu rentrer en contact avec toi. Et puis, à l'époque, t'étais pas encore prête. Enfin, tu avais besoin de trouver ta place, et on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Mais oui, il y a un vrai travail, et il y a beaucoup de choses qui m'irritent dans la communication que je vois de mes confrères sur LinkedIn, qui manient des grands concepts, mais qui, quand on va dans la réalité des cabinets, ne sont pas mis en œuvre, mis en pratique, quoi. Il y a un poste qui m'a particulièrement fait réagir. Il n'y a pas plus empathique que les experts comptables. Et c'était peut-être un poste de Jérémy, non? Oui, absolument. Et si tu nous écoutes. et j'ai réagi en disant mais c'est le contraire. Pour moi, il n'y a pas moins empathique que les experts comptables. Et je l'ai ressenti d'autant plus le jour où j'ai été de l'autre côté, après avoir vendu mon cabinet, où j'ai compris que l'expert comptable, son but, c'est pas de comprendre l'entreprise, même s'il pense qu'il le fait. C'est d'organiser les choses de telle manière à que ce que l'entreprise rentre dans son processus de fabrication des comptes. Moi, quand j'ai rencontré Florence, qui a monté cette magnifique association dans laquelle je suis trésorier depuis 10 ans, dans un lieu organisé par un financeur qui accompagne des associations. On a échangé sur son projet que je trouvais magnifique, et elle m'a demandé c'est chouette, alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit que j'étais expert comptable. Et elle est partie d'un grand éclat de rire en disant tu tombes bien, mon expert comptable, il comprend rien à ce que je fais. Il y a une vraie remise en cause qu'il faut qu'on se fasse sur cette notion d'empathie. Moi, j'aime illustrer l'empathie en disant l'empathie, c'est pas seulement se mettre à la place de l'autre, comme on en entend beaucoup. C'est se mettre à la place de l'autre dans l'objectif de comprendre ce qu'il vit. Et c'est fondamental de rajouter ça après. Et j'aime bien utiliser cette illustration de dire l'empathie, c'est aller visiter l'autre sur sa colline et lui commenter le monde qu'il voit depuis sa colline. Et c'est sur ça que je base un peu la communication de Tipeesoft. Tipeesoft, ça me permet de construire le business model qui est porté par le client. C'est le client, le décideur qui construit le business model dans Tipeesoft. C'est pas moi. Moi, je l'écoute. Je suis à son écoute, dans cette écoute active. Et du coup, il s'approprie l'outil en disant ça me parle, ça correspond à ce que je vois moi, et il prend conscience de la richesse que la comptabilité lui permet d'avoir pour comprendre le monde dans lequel il agit et pour voir la réalité en face. Est-ce que c'est pas une question de posture? Parce que ce que tu me dis, ça me fait réfléchir au fait qu'en fait, quand on a notamment un nouveau client, on va l'écouter, ou je sais pas si on peut appeler ça écouter, mais en fait, ce que tu disais, on va faire en sorte, nous, que ça rentre dans notre process de production, où en fait, on l'écoute, mais dans notre intérêt à nous, pour que, je schématise, mais pour que ça rentre dans nos petites cases et que nous, ça nous simplifie la vie, et on voit comment on peut faire en sorte que nous, ça nous simplifie la vie. Donc en fait, on l'écoute, mais on l'écoute pas pour lui, on l'écoute plus pour nous. Alors, la manière dont je réagis à cette réflexion, que malheureusement j'approuve, j'ai beaucoup œuvré dans une commission de l'IFEC qui à un moment s'appelait la commission outils gestion de cabinet, et qui est devenue la commission innovation, et qui est innovation et productivité, qui est aujourd'hui la commission innovation. Et tout ce qui nous a été demandé dans la commission, c'est de réfléchir à des outils qui augmentent la productivité. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais on a envie de vous proposer des outils qui vous permettent de vendre de la valeur ajoutée. Mais ça les a jamais intéressés.
Tout ce qui les a toujours intéressés, c'est de trouver des gains de productivité. En gros, c'est en fait, oui, mais les gains de productivité, la performance du cabinet, tu peux soit diminuer les coûts, soit Bien sûr. Tu peux augmenter les revenus aussi. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde les choses avec un peu de recul? C'est que des outils de gain de productivité, il y en a eu des tas qui nous ont fait également, effectivement, gagner beaucoup en productivité. Mais qui est-ce qui en a profité? Nos clients. On les a transmis à nos clients. Et aujourd'hui, baissé les prix, oui. En baissant les prix. Et aujourd'hui, nos marges, elles ne sont pas terribles. Et sur les métiers de base, c'est pas terrible du tout. Donc, il est temps aujourd'hui, et c'est un peu ce que nous dit le marché, de trouver des relais de croissance sur des missions à valeur ajoutée. Et c'est ça mon sujet, et c'est ça mon discours. Et une des forces, c'est quand même que, en tout cas, tant que le monopole existe, on a un canal d'acquisition qui est assez naturel, qui permet après de développer. Mais est-ce qu'on en a tellement besoin? Si on est dans le cadre en train de se transformer, qu'on n'a pas encore pris le pas, on va dire, de la valeur ajoutée, oui, je pense. Ouais, n'ayons plus peur, quoi. N'ayons plus peur. Et justement, si tu nous racontes un peu le projet Tipeesoft, comment ça t'est venu, d'où ça part? Est-ce que c'était un outil que tu avais développé peut-être pour toi et après que tu as ouvert ou... Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours été passionné par des outils qui donnaient du sens à ce que je faisais. Donc, quand j'ai quitté la fiduciaire, mon premier job, pour rentrer dans le cabinet, j'ai eu une petite indemnité de départ, quand j'ai payé, etc. Et j'ai acheté à l'époque un Apple II. Enfin, c'était un Mac. Non, enfin c'était pas encore Mac. Mac était pas encore sorti. C'était Apple. Apple avait sorti un Apple avec des disquettes. Donc ça m'amusait. Et puis j'ai fait acheter dans le cabinet une machine à traitement de texte qui prenait la place d'un bureau, enfin pour faire juste du traitement de texte. Donc c'était pour dire que j'étais déjà assez techno et puis j'avais envie d'avoir des outils qui faisaient le boulot à ma place, quoi. Et j'ai découvert le premier tableur qui s'appelait VisiCalc sur Apple. Et puis après, quand je suis rentré dans le monde IBM, parce que Apple est allé vers le Mac, enfin avec le premier Lisa, on a acheté le Lisa qui était l'ancêtre du Mac, avec la vision graphique du Mac, mais qui servait à rien, donc on l'a rendu. Et puis on est allé sur IBM. Et après IBM, il y a eu le Multiplan qui a été le premier tableur qui a précédé Excel. Donc tout ça, enfin c'était mes outils, quoi. Et tout ça, c'était pour réussir à donner du sens aux chiffres, quoi, finalement. Et puis j'ai toujours eu le besoin d'accompagner mes clients, et donc j'ai jamais été dans les outils de la profession, les outils comptables de la profession, mais plus j'ai cherché sur le marché des comptabilités d'entreprise, avec comptabilité analytique, avec gestion commerciale, avec paye, pour pouvoir accompagner mes clients avec ces outils-là, mettre ces outils chez eux et les accompagner chez eux. Et j'ai trouvé une boîte Microgest, un consultant qui dans son garage à Versailles avait développé ce truc-là, et c'était génial. Et on a fait un bout de chemin ensemble. Il y avait je vais pas rentrer dans les détails, ça prendrait peu de temps, mais je mettais Microgest partout, avec des comptabilités analytiques, avec la gestion commerciale, et j'accompagne mes clients dans leur gestion. Et puis CCAMX, au milieu des années 90, a eu envie d'aller plus vers les entreprises et à chercher un logiciel d'entreprise. Et ils ont trouvé les logiciels de Microgest, ils ont trouvé ça génial, et ils ont racheté Microgest. Et je me suis dit, très bien, je vais rentrer par Microgest, je vais rentrer dans le milieu des logiciels de cabinet d'expertise comptable, ça va être top. Et je suis allé voir CCAMX, et on m'a dit, on a acheté Microgest pour les logiciels d'entreprise, toi tu es expert comptable, donc tu as droit à travailler avec Winner. Et Winner, c'était un logiciel qui faisait rien pour les experts comptables. C'est bon. Et je dis, mais attends, ce truc-là, c'est nul. C'est pas avec ça que je vais accompagner mes clients. Ah ouais, mais maintenant, Microgest est devenu Comptadis, c'est vendu aux entreprises, donc c'est plus ton sujet. Ah, c'était vendu
uniquement Et aux c'était vendu entreprises. uniquement aux Et on entreprises. pouvait pas, si on était expert comptable, le proposer à nos clients. Absolument. Ok. Bon, donc j'ai complètement perdu cette relation-là. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et puis je suis allé travailler avec d'autres logiciels d'entreprise, Match Manager, Pégase pour la paye, et jusqu'à ce que Cegid sorte PGI au début des années 2000. Et on a regardé PGI et j'ai trouvé un logiciel super bien, super intelligent, technologiquement moderne, avec SQL. Et je me suis dit, tiens, en plus, c'est le même logiciel pour les experts comptables que pour les entreprises, enfin. Donc, je me suis tourné vers PGI et on a été l'un des premiers à signer PGI. Et j'ai été un peu déçu parce que le truc n'était pas du tout au point, j'ai beaucoup râlé. Et j'ai j'étais invité à Monaco. Tu connais les conventions Cegid à Monaco, enfin peut-être pas, mais les conventions Cegid à Monaco, en tant qu'utilisateur de PGI. Et puis j'ai ouvert ma gueule en disant c'est pas au point, etc. Et Olas, qui a quand même beaucoup de qualité, il m'a entendu et il a créé ce qu'on a appelé les comités techniques. On était 8 experts comptables en France qu'il a choisi pour construire les comités techniques, qui étaient une sorte de construction d'un contre-pouvoir à l'intérieur de la boîte d'utilisateurs experts comptables pour permettre être en face des chefs de produits, leur dire arrêtez de déconner. Enfin, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler beaucoup avec Cegid. Ça s'est enrichi avec l'arrivée de CCMX. Il y a eu la création de la Primex, dont j'ai été aussi, dans lequel j'étais très actif. J'étais vice-président de la Primex, et puis j'étais en charge des outils comme par hasard, des outils de conseil, notamment quand TDA est arrivé dans Cegid. On m'a demandé d'être en responsabilité de ça. Tout ça pour dire que le souci d'utiliser ces outils pour mieux accompagner mes clients, ça a toujours été ma préoccupation. Et avec la richesse de Cegid, j'ai construit avec les outils Microsoft des outils qui m'ont avec lesquels j'ai pu attaquer les bases de Cegid, les enrichir pour sortir des reportings automatisés qui connectés à la comptabilité me donnaient des résultats qui correspondaient au business model de mes clients. Et j'ai montré ça à Cegid en leur disant ce que je fais de façon prototypale, pourquoi vous le feriez pas vous en le faisant de façon plus intelligente. Le chef de projet de Cegid m'a dit ton truc c'est génial, mais c'est pas en haut de la pile. Donc j'ai été découragé par Cegid, j'ai essayé de proposer à d'autres, ça n'a pas fonctionné. Et puis finalement, il s'est pas passé grand-chose. Jusqu'à ce que un jour, j'ai une de mes anciennes mémorialistes, Bérénice, qui a fait d'ailleurs son mémoire sur le guichet unique, elle aussi. C'était pour ça elle est venue me voir pour que je l'accompagne sur son mémoire. C'est comme ça qu'on est entré en relation. Elle est devenue une de mes amies très proches, avec tout ce qu'on a vécu ensemble à cette occasion-là. Et puis elle s'est associée dans un cabinet lyonnais, magnifique, avec la fille du fondateur du cabinet. Et on avait une vision très proche de notre métier. Donc elle m'a fait rencontrer son associé et je lui ai montré ce que je faisais. Ils avaient la même structure Cegid que nous. Et je lui ai dit, mais si tu veux, je mets ça en place chez toi. Et j'ai mis ça en place chez eux sur des dossiers du cabinet. Et quand je leur ai montré, Delphine a dit, mais c'est génial ton truc, je le veux pour mon cabinet. Il dit, ok, moi je ne demande que ça, on le développe. Banco, on le développe. Je dis, c'est génial, j'ai enfin quelqu'un qui a eu envie de développer ça avec moi. Et je lui ai demandé comment on appelle ce projet. Et il se trouve donc cabinet lyonnais, très implanté, deuxième génération, des liens avec l'Olympique lyonnais féminine, et puis la clientèle, notamment de l'Asvel, qui est le club de basket. Et je sais pas si tu sais qui est le patron du club de basket. Non. Tony Parker. Tu as entendu parler de Tony Parker? Ah oui, ça me dit quelque chose. Et Tony Parker et moi, on a les mêmes initiales. Et quand j'ai demandé comment on appelle le projet, il a dit, on l'appelle le projet Tipeee. Bien entendu, qui était le surnom de Tony Parker. Je dis, c'est génial. Et c'est comme ça que c'est devenu Tipeesoft. Et quand j'ai quitté son bureau, j'étais gonflé à bloc. Et je me suis dit, mais je vais y aller. Et puis j'ai réfléchi, je dis, bon, Delphine a un cabinet de pas loin de 100 personnes à gérer. Si je l'attends, on fera rien. Donc c'est moi qui ai tout le savoir. J'ai trouvé un codeur génial.
c'est-à-dire un mec qui a besoin de comprendre ce qu'il fait pour bien le faire, et qui a besoin de challenger. J'avais déjà une expérience comme ça avant. Et on a construit Tipeesoft, qui aujourd'hui est une pépite, quoi. Enfin, dont on me dit que c'est une pépite. Et voilà comment c'est. Il y a combien de cabinets aujourd'hui qui sont Pas assez. Pas assez. J'aime bien dire que j'utilise beaucoup. Enfin, j'ai deux démarches que j'ai utilisées pour Tipeesoft, qui sont des démarches vraiment très très riches et dont je parle beaucoup, qui sont l'effectuation. L'effectuation, t'as peut-être pas entendu parler de ça. Non, j'aime bien l'image de l'effectuation. T'as deux manières de gérer un projet. Soit tu te fixes des grandes ambitions et puis tu dis de quels moyens j'ai besoin, puis tu vas chercher les moyens, et une fois que tu as les moyens, tu te lances. Ça, c'est le moyen traditionnel. Et l'effectuation, c'est tout à fait autre chose. L'effectuation, c'est t'appelles un de tes copains et tu dis pourquoi vous viendriez pas dîner ce soir? Ok, on vient dîner ce soir. Et pour organiser le dîner de ce soir, tu ouvres ton frigo et tu regardes. Enfin, tu as deux choix. Soit tu définis un menu et fais ta liste de courses. Soit tu ouvres ton frigo et tu regardes ce qu'il y a dedans et tu fais avec ce qu'il y a dedans. Et l'effectuation, c'est ouvrir son frigo, regarder ce qu'il y a dedans et faire avec ce qu'il y a dedans. Et ce que tu as dans ton frigo, c'est ce que tu es, ce que tu sais et qui tu connais. Et avec ça, le monde est ouvert. C'est ça l'effectuation. Donc ça, c'est mon truc. Et la deuxième démarche, c'est le design thinking, c'est-à-dire le cercle vertueux d'avancer avec les parties prenantes en permanence. C'est-à-dire de faire ton truc, d'échanger avec les utilisateurs, de les écouter, d'écouter leurs besoins et de faire évoluer le truc en permanence. C'est le cercle vertueux du design thinking. Donc que ça soit pas forcément, que ça soit pas ton projet, que c'est le projet c'est le projet des utilisateurs. Oui. C'est le projet des utilisateurs. Donc être dans une démarche d'écoute permanente. Moi, la première écoute que j'ai eue, que j'ai faite, c'était auprès des décideurs. C'est-à-dire que dans ma posture d'accompagnateur de ces magnifiques associations que j'ai la chance d'accompagner aujourd'hui, c'est de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour les dégager totalement, pour qu'ils soient totalement disponibles sur leur projet et capables de prendre les bonnes décisions, d'aller chercher les bons financements, etc. Et de les rassurer sur les aspects administratifs. Et c'est pour ça que, pour moi, notamment dans le milieu associatif, la projection de trésorerie est presque plus importante que la projection de résultats. Parce que le résultat, il va tendre plus ou moins vers zéro. Parce que, peu importe. Mais ce qui est important dans l'association, c'est la trésorerie. Oui. Donc, la manière dont j'ai constaté la transformation d'Emmanuel, qui est un journaliste qui a monté une merveilleuse association d'animation d'ateliers d'écriture, qui était archi angoissé quand on a mis en place Time et Tipeesoft. Tipeesoft d'abord et après Time. Et aujourd'hui, la manière dont il est soulagé parce qu'il sait exactement quelle va être sa trésorerie dans les 12 prochains mois et donc à quel moment il faut absolument qu'il aille chercher de nouveau des sous, ça a changé sa vie. Et même, je trouve que on peut avoir personnellement, mais aussi professionnellement, le rapport à l'argent et le fait de toujours être en stress. Il y a des entrepreneurs qui sont en stress, soit qui ouvrent leur compte tous les jours pour savoir combien il y a sur le compte, ou à l'inverse, qui veulent pas regarder parce que ça leur fait trop peur. Tout à fait. Et justement, mon accompagnement, c'est de supprimer toutes les peurs, de supprimer tous les dénis. C'est-à-dire, je ne veux pas voir. Et j'en discutais avec mes amis Francis et Nicolas de la commission. Il y a des clients qui ne veulent pas le voir, leur situation. Ils ne veulent pas la voir. Donc, ils sont dans le déni aussi. Donc, c'est assez intéressant. Et cela, c'est difficile de leur vendre des tableaux de bord, ou de leur vendre du reporting. Mais, comment nous pouvons mieux accompagner nos clients décideurs quand leur ôtant toutes ces peurs qui les bloquent et qui leur empêchent de porter bien leur projet. Nous leur ôtons tout un tas de peurs sur la partie gestion réglementée, notamment en leur assurant de la conformité, mais il faut qu'on leur ôte aussi des peurs dans leur gestion et dans leur vision stratégique. Et est-ce que le fait d'être... tu disais que ça avait changé
forcément ta vision, le fait de passer d'expert comptable à accompagnateur de projet. Est-ce que le fait de passer créateur de projet, ça t'a aussi appris des choses? Moi, j'aime à dire de façon très riche que les rencontres, c'est la vie. C'est-à-dire que nous grandissons à travers nos rencontres. Et les rencontres, c'est des rencontres avec des personnes, c'est la rencontre que nous avons par exemple tous les deux, c'est la rencontre avec des livres, c'est la rencontre avec des événements heureux ou des événements malheureux. Et c'est de toutes ces rencontres-là que nous nous enrichissons et que nous grandissons. Cette expérience, bien entendu, et tous mes confrères, tous nos confrères diront ça, nous nous enrichissons de notre responsabilité entrepreneuriale, et je viens de dire responsabilité entrepreneur, pas de notre posture d'entrepreneur, pour mieux conseiller nos clients. C'est-à-dire que nous nous enrichissons de ce que nous vivons, des problématiques que nous avons à vivre et la manière dont nous nous enrichissons de ces problématiques pour accompagner nos clients. Après, dans ma vision, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que des personnes qui vivent la même épreuve n'en tireront pas forcément les mêmes enseignements. À ce point de vue-là, nous n'avons pas le même niveau de conscience et la même capacité de résilience. Parce que c'est la capacité de résilience qui nous permet d'apprendre de nos épreuves, dans ma vision du monde. C'est comme ça que j'explique. J'aime bien dire, c'est l'histoire que je me raconte. Mais en tout cas, ça fonctionne, dans tous les cas. Donc, nous sommes plus ou moins humbles et résilients pour apprendre de ces épreuves. Le management est aussi une épreuve. Les difficultés avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, nous avons à apprendre de ça, quoi. Et voilà, nous ne sommes pas égaux devant ce que nous apprenons de ces histoires-là. Mais en tout cas, chaque chose que nous vivons nous apprend des choses que nous pouvons ensuite éventuellement transmettre et utiliser. Et avec Tipeesoft, tu as appris des choses ou pas? Tipeesoft m'a conforté, et j'ai des expériences récentes qui vont me le faire, dans l'idée que quand tu es juste et que tu fais quelque chose qui est juste, ça finit toujours par réussir. Mais c'est quoi juste? Parce que juste, c'est adapté à la réalité de la vie et aux besoins de la vie. Je considère que Tipeesoft est juste parce que Tipeesoft répond aujourd'hui à un besoin qui est très puissant, qui est ce besoin pour les entreprises d'être pilotées dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus complexe, et que la manière dont je propose une réponse avec Tipeesoft est la bonne manière, celle que aucun autre produit du marché ne fait, en permettant justement ce que les autres ne font pas, de coller à la vision que le décideur a de son projet. Quand j'animais un atelier sur le contrôle de gestion dans un congrès du syndicat, et je disais, en France, on a beaucoup de chance, on a une loi comptable qui nous structure un plan comptable qui fait que on a une information qui est partageable puisque tout le monde parle le même langage. Et je dis, en même temps, en France, on a la malchance d'avoir une loi comptable qui nous impose un plan comptable dans lequel on ne s'autorise aucune liberté. Donc, comment on s'autorise cette liberté? Voilà. Et il y a des moyens de le faire, et notamment en prenant des distances avec le plan comptable traditionnel pour dire mon plan comptable, il doit correspondre à mon niveau de granularité du business model que j'attends de pouvoir proposer à mon client. Et être quasiment, dans une certaine mesure, mais personnalisé vraiment en fonction du client et pas nous, notre plan comptable au cabinet, c'est ça, et donc on utilise ça parce que... Bien sûr. Personnalisé au niveau du client ou au niveau du secteur d'activité. Oui. Il y a effectivement des secteurs d'activité qui ont un plan comptable adapté et j'ai pas besoin de réinventer le monde pour ces secteurs d'activité-là. Les associations.
Enfin, j'avais fait justement cet atelier sur le contrôle de gestion. Je l'avais fait sur l'exemple, l'illustration d'une entreprise de transport qui était gérée par mon co-animateur, dans lequel il y avait le plan comptable type de l'entreprise de transport, et j'avais montré comment ce plan comptable me permettait d'avoir un compte de résultat par camion, enfin, par exemple, quoi. La même manière qu'un compte de résultat pour un restaurant, c'est marge sur liquide, marge sur solide, marge totale, frais de personnel, foncier, et puis les frais de fonctionnement, quoi. En fait, c'est avec la même, avec la même donnée, comment on en tire. On la présente différemment. Choses, ouais. Enfin, faire parler les chiffres, voilà. traduire. C'est ça, le donner du sens aux chiffres, et puis réconcilier, ça c'est Tipisoft réconcilie le monde du contrôle de gestion avec le monde de la comptabilité, en disant on parle le même langage, on est sur la même donnée, et c'est juste des portes d'entrée différentes. Et tu nous as parlé un peu en filigrane tout au long de l'interview de ta proximité avec le monde associatif, économie sociale et solidaire. Tu t'es engagé dans pas mal d'associations aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Enfin, comment ça? Est-ce que depuis le départ, c'est un secteur que tu affectionnais? Comment ça s'est passé? Bon, là, je vais rentrer un peu plus dans mon intimité, mais ça fait partie de mon histoire, et c'est aussi ça qui m'a construit. J'ai parlé du bouquin de Frédéric Laloux. Il y a un autre bouquin qui m'a beaucoup apporté, qui est une de mes bibles, qui est le bouquin d'Eckhart Tolle sur le pouvoir de l'instant présent, et dans lequel il dit le temps n'existe pas, seul le présent existe, et le passé n'existe plus, mais en même temps il est ce qui nous constitue, et le futur n'est qu'illusion, et le futur se construit au présent. Donc ça, je vis avec ça, comme je vis avec les accords Toltec, etc. Bon. Et j'ai expliqué comment, effectivement, les rencontres m'ont construit. Et le monde associatif, j'y suis arrivé d'une façon assez, entre guillemets, dramatique, si je peux dire des choses comme ça. C'était ma troisième naissance. J'aime dire, j'ai eu plusieurs naissances dans ma vie. La première, c'est celle, comme tout le monde, où je suis sorti du ventre de ma mère. La deuxième, c'est le jour où j'ai décidé de quitter la mère de mes enfants parce que je ne me sentais pas dans un cadre qui me permettait d'être moi-même, et j'avais besoin d'avoir la place de devenir moi-même et d'être aussi juste et clair avec mes enfants pour pouvoir leur dire qui j'étais vraiment et pourquoi j'étais malheureux dans ce couple. Et ma troisième naissance, qui est celle qui m'a fait rentrer dans le monde associatif, c'est le suicide de ma fille. Et là, donc, j'ai eu besoin de trouver des ressources. Et c'est assez marrant parce que j'ai appris à cette occasion-là que j'avais dans la clientèle du cabinet, mais c'était pas moi qui suivais le dossier, c'était un autre de mes associés, une association magnifique qui s'appelle Phare Enfants Parents, qui traitait de la prévention du suicide des jeunes et également de l'accompagnement des parents d'enfants suicidés. Donc je me suis dit c'était naturel que j'aille après cet événement voir ce que cette association pouvait m'apporter, et c'est comme ça que j'ai découvert la puissance du monde associatif. C'était à cette occasion-là que j'ai découvert ça, et donc je suis rentré dans cette association et j'ai évolué dans ce monde-là. Il se trouve que je suis quelqu'un qui a besoin à mon niveau de conscience, d'être acteur de ma vie, par opposition à ceux qui sont plus spectateurs et plus victimes. Et donc, j'ai pris de la place dans cette association qui avait été créée par Thérèse, qui avait depuis plus de 20 ans à l'occasion du suicide de son propre fils. Et donc on a créé, il y avait des groupes de parole dans lesquels j'ai pas été très heureux parce que moi j'ai besoin d'échanges, et dans ces groupes c'était juste des déversements, il n'y avait pas d'échange, donc c'était pas mon truc. Et puis à un moment, Thérèse a décidé de créer des groupes de réflexion, d'échange sur la prévention. Et je me suis dit tiens, c'est vraiment intéressant, donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et
je vais aller un peu plus vite. Et donc j'ai pris de la place dans cette association, dans le conseil d'administration, la vice-présidence. Et Thérèse m'a introduit auprès de l'Union nationale de prévention du suicide, où je suis également allé au conseil d'administration. J'ai pu aller également siéger à l'Observatoire national du suicide. Donc je suis vraiment rentré dans cette richesse du monde associatif, en étant absolument passionné, en me disant mais le monde associatif a vraiment quelque chose à apporter au monde traditionnel. Et mon combat, ça a été notamment dans ce milieu-là, d'essayer de faire cohabiter le monde institutionnel, c'est-à-dire le monde de la santé, avec le monde associatif. Il y a un film magnifique qui est hors norme, avec Vincent Cassel, qui parle de cette problématique-là, où il y a cette association qui aide magnifiquement les autistes à s'intégrer et qui est remise en cause par la santé publique parce que ces gens-là ne sont pas qualifiés pour. Donc bon, c'est une digression, enfin peu importe. Donc voilà, j'ai été très très investi dans ce monde-là et ça m'a permis de rencontrer de magnifiques personnes et en même temps de prendre conscience de la difficulté aussi dans ce lieu où tu as une vision assez idéale du monde, de gestion des égos et de ces associations qui sont là aussi pour servir les égos de leurs fondateurs et pas forcément le milieu. Mais bref, j'ai fait beaucoup de belles rencontres et notamment quand j'ai défendu le projet dans un événement organisé par un de nos financeurs où j'ai rencontré d'autres associations et notamment cette association à l'époque ça s'appelait Insinlam, maintenant Ecoluma, où j'ai rencontré la porteuse de projet Florence, qui racontait que son projet à elle, c'était de manière systémique d'enrichir la vision de l'éducation nationale en faisant en sorte que les enfants deviennent acteurs de l'acquisition du savoir et pas passifs de le transfert de compétences, et de travailler sur leurs compétences émotionnelles et sociales. Sur la pédagogie inversée la pédagogie inversée, c'est un des outils mais c'est surtout mettre dans les programmes et notamment dans l'accompagnement et dans la formation des enseignants des éléments qui leur permettent d'animer les classes autrement et d'insister notamment sur les compétences psychosociales des enfants, que ce soit l'empathie ou autre, par exemple. Et quand j'ai entendu le discours de Florence, je me dis mais mon combat pour travailler sur le mal-être des jeunes, puisque je ne crois pas à la prévention du suicide, mais au travail sur le mal-être, c'est sur le mal-être qu'il faut travailler. Les causes, les cause profonde et pas le symptôme. Oui, c'est exactement. Enfin, c'est ça fondamentalement. Donc, je me suis dit, mais si je veux travailler sur effectivement le mal-être des jeunes, c'est avec Florence qu'il faut que j'aille, puisque c'est en construisant, en aidant les enfants à se construire de la manière la plus riche possible, qu'on leur permettra de trouver plus facilement leur place et d'avoir confiance en eux. Et donc, c'est comme ça que je me suis investi dans cette association. Et que je suis maintenant depuis plus de 10 ans, qui aujourd'hui a plus de 2 millions de budget et commence à un site magnifique qui s'appelle Être Prof, qui accompagne 200 000 profs qui travaillent sur les cadres éducatifs, qui travaillent au niveau des académies et qui réussit dans cette vision, qui est en train de réussir dans cette vision systémique d'accompagnement des professeurs, parce qu'un professeur heureux fait des enfants heureux. Et j'ai énormément appris et développé Tipeesoft dans l'accompagnement de Stéphane et Florence, en mettant à leur disposition un outil qui leur permette de réaliser et de trouver les moyens de leurs actions et de mettre en œuvre et de suivre la réalisation de leurs actions. Voilà, rapidement mon engagement associatif, et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel qui a lancé cette association de la zone d'expression prioritaire, qui anime des ateliers en France entière, qui fait parler les jeunes et qui sort des articles qui sont publiés dans Libération, Huffington Post, etc., où on peut lire la richesse de tous ces jeunes qu'on sous-estime complètement, et je me régale à
à accompagner ces projets-là et à rencontrer des belles personnes et de belles jeunes personnes que je peux aussi accompagner comme mes mémorialistes à devenir eux-mêmes. Et ça me donne l'idée d'une question, puisque toi, alors si tu côtoies beaucoup les jeunes, peu importe, je pense que la tranche d'âge est assez large. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que les jeunes ne veulent plus travailler ou... Mais en fait, ce qui est la question, c'est pas que les jeunes ne veulent plus travailler. Alors, je vais répondre de manière un peu particulière, mais ma réflexion, c'est que la vie n'a pas de sens. La vie en tant que telle n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est à nous, en tant qu'humains, de trouver le sens que nous voulons donner à notre vie. Aujourd'hui, c'est quel est le sens qu'on donne au travail. C'est ça fondamentalement la question. C'est comment on va chercher les motivations intrinsèques. Il y a un livre que j'ai adoré qui m'a complètement transformé aussi ma vision, qui est le livre de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. Et il parle de motivation intrinsèque par opposition aux motivations extrinsèques. Donc comment on va aller trouver des motivations intrinsèques des jeunes? La question qu'on doit se poser, nous tous collectivement, c'est qu'est-ce qu'on offre effectivement à nos jeunes en termes de perspective. Il y a un outil que j'aime énormément de ce point de vue-là et dont je fais la promotion, qui est l'ikigai. Je sais pas si tu as entendu parler de l'ikigai. Et l'ikigai, c'est juste génial parce que ça prend en charge 4 points cardinaux de ce que nous sommes. C'est qui nous sommes, ce que nous savons, qu'est-ce qui nous anime, quels sont nos talents, quelle est notre raison d'être, pourquoi nous vivons, qu'est-ce que nous avons envie de faire, et par quoi nous sommes rémunérés. Et la question, c'est ça, c'est pas la question du travail, c'est la question de comment je vais trouver une utilité sociale qui corresponde à ce que je suis, à mes talents, à ma vision, et pour laquelle je puisse être rémunéré. Et ça dépasse purement la notion de travail. C'est quelle est ma place dans la société, et qu'est-ce que je peux apporter à la société, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société, et comment je vais être payé pour ça. C'est un peu du développement personnel. J'appelle ça la connaissance de soi. Oui. Et pourquoi tu aimes pas le terme développement personnel ? Parce que c'est trop connoté. Voilà. Oui, avec le temps, il y a. Et en fait, on ne se développe pas, de mon point de vue, dans ma compréhension de ce monde et de ce que nous sommes. Nous développons pas tout ce que nous faites, c'est que nous rapprochons de plus en plus de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous lâchons de plus en plus de ce que nous sommes vraiment. Et je me suis surpris moi-même en lisant des choses que j'avais écrites il y a 20 ans. J'ai dit, mais bon sang, j'étais déjà capable de dire ça à cette époque-là. J'étais pas conscient de ce que j'avais en moi il y a 20 ans, dont j'ai pris conscience aujourd'hui grâce aux autres. C'est-à-dire, j'aime à dire aussi aux jeunes, le problème du talent, c'est qu'on ne sait pas quels sont nos talents, puisque pour nous, c'est des choses qui sont naturelles. Donc, on n'a pas conscience de nos talents. On a besoin de l'autre, et c'est l'autre qui, par le cadeau qu'il te fait, de te faire des compliments, dès l'instant où tu es capable de les accepter, tu t'aimes suffisamment pour les accepter, va te faire prendre conscience de quels sont tes talents. Et une fois que tu auras pris conscience de quels sont tes talents, tu pourras mieux les exploiter et donc leur donner la puissance qu'ils méritent et faire rayonner ça autour de toi. Ce que tu disais par rapport à la connaissance de soi, en fait, c'est plus un travail vers l'intérieur que vers l'extérieur, où développement, c'est genre se développer. C'est ça. Oui. Donc la question, c'est pas de me développer, c'est de faire connaissance avec moi-même et c'est d'aller chercher la partie divine entre guillemets que j'ai en moi. Quoi. Et je suis, mais absolument, je le vis dans ma chair et quand je dis que je vis dans mon corps, c'est le corps ne ment jamais. J'ai toujours été la même personne, mais simplement j'ai évolué dans la connaissance de moi qui m'a permis de rayonner davantage. Justement, en allant chercher ce que je ne savais pas être au fond de moi. Et c'est l'histoire de tout le monde, de chacun pour moi. En tout cas, c'est l'histoire que j'aime me raconter et que je raconte aux autres. Et si on revient, j'ai une dernière question un peu sur la profession, parce que toi, ça fait
un petit moment que tu es dedans. Est-ce qu'on peut dire que ça fait 50 ans que tu côtoies plus ou moins oui, bien la sûr. profession Même plus que ça, puisque ton père, mon père a créé son cabinet dans les pièces de réception de l'appartement que nous occupions rue de Monceau à l'époque. Donc ça fait quasiment 70 ans. Donc ça fait un paquet d'années. Et est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution que tu as vue ou la non-évolution de la profession? Alors, il y a une expression que j'ai prise de Guéluc que j'aime beaucoup. Je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Voilà. J'essaye de prendre du recul. Et c'est naturellement ce que j'aime faire aussi dans la vision du monde. Moi, je me suis beaucoup enrichi de la lecture du bouquin d'Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, où tu comprends un petit peu l'histoire du monde et tu vois que tout se répète. Notamment, le monde n'a jamais cessé d'être en guerre. Mais pour ce qui est de la profession, on a parlé du conseil tout à l'heure. Qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé aujourd'hui. Donc, j'aime aussi à dire, on a peur de cet avenir, et on a tort d'avoir peur de cet avenir. Il faut qu'on se fasse confiance, c'est fondamental. Mais cette peur de cet avenir, elle nous fait croire que les choses vont arriver très vite. Et on se rend compte, quand on regarde derrière nous, que finalement les choses changent, mais qu'elles changent finalement beaucoup plus longtemps, en prenant beaucoup plus de temps que l'on veut bien le dire. Donc, il y a pas de quoi avoir peur. Enfin, il faut avoir confiance. Mais en même temps, ma vision du monde que j'aime exprimer autour de la vision de la nature. Il y a un bouquin magnifique d'Isabelle Delannoy qui s'appelle L'économie symbiotique, dans lequel elle dit que quand il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse, posons-la à la nature. Ce qui est magnifique dans la nature, c'est qu'elle a toujours su s'adapter en permanence au monde qui l'environne. Et donc ce qui doit nous motiver, nous faire bouger, c'est notre capacité d'adaptation en permanence. Et donc, pour ça, il faut essayer de travailler sur nos peurs, réussir à dépasser nos peurs et aller vers ce qui est fondamentalement essentiel de notre profession, qui est l'accompagnement et la réussite des projets de nos clients. Et est-ce que tu penses que peut-être que certains experts comptables gagneraient à se faire coacher ou se faire challenger par quelqu'un, enfin justement pour, tu vois, bosser sur ses croyances limitantes, sur ses peurs, sur ses... Mon histoire, ça a été ça. C'est-à-dire que quand je parle de rencontres, ce sont des rencontres qui ont pour moi été fondamentales. Et je continue à avoir des rencontres avec d'autres formes de coach. Enfin, j'ai une de mes rencontres magnifiques, ça a été avec avec quelques séances d'hypnothérapie. Cette rencontre avec ce type-là, c'est incroyable ce que ça a débloqué en moi. Des rencontres avec des coachs ont développé des choses en moi. Mon amie Alban, qui est une coach magnifique, on arrive à un déjeuner d'amitié avec elle. La première chose qu'elle me dit: tu réponds ou tu réagis? Et j'ai trouvé ça génial, ce qu'elle m'a apporté là. Ça m'a ouvert, en disant, mais bien sûr, elle a raison, quoi. Quand je suis dans une situation de conflit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réagis et je continue à envenimer le conflit? Ou est-ce que je décide de répondre? Et à ce moment-là, j'attends, je laisse arriver mes émotions, je contemple mes émotions, je les dépasse et je finis par répondre. Tu vois, enfin, tous ces accompagnements-là, enfin comme avec Alliance Conseil, quand on a des consultants qui sont venus dans notre cabinet pour nous faire réfléchir à notre stratégie, ça m'a transformé. Ça m'a permis d'avoir accès à des richesses que j'avais en moi, que j'avais enfermées. Donc oui, enfin dans ma vision du monde, on s'enrichit et c'est juste fondamental de s'enrichir de ces accompagnements-là. Mais c'est mon histoire, c'est mon chemin à moi, à chacun de trouver le sien. Et il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire que, enfin, la vérité, ça n'existe pas. La seule vérité, c'est l'histoire que je me raconte. Donc, à chacun de trouver la sienne et de se raconter son histoire. Dans mon histoire à moi, ça a été fondamental. Maintenant, chacun est libre. Et concrètement, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble tes journées, même si tu fais beaucoup de choses, donc.
Mes journées, elles sont archi libres, c'est-à-dire que je m'autorise à tout, j'ai pas de contraintes. Je suis j'adore cette expression, attaché à sa liberté, qui est juste, qui dit une chose et son contraire. Mais j'aime aussi dire que la vie, elle est ça, elle est d'abord un paradoxe, quoi. La mort, la vie et la mort sont imbriquées, le bien et le mal, le présent, le futur, enfin, tout ça est complètement imbriqué. Donc, ça fait partie du paradoxe. Donc, j'ai ce besoin de liberté pour faire en sorte de ne plus être dans le stress. J'essaye de supprimer toutes les situations dans lesquelles je suis en risque de stress. Et quand je suis en risque de stress, le discours que je me fais intérieurement, je te le disais tout à l'heure, fais-toi confiance, Polak, fais-toi confiance. Ça va bien se passer. Et c'est parce que ça s'est toujours passé bien et il n'y a pas de raison. Donc je laisse arriver mes journées en me disant c'est chouette, j'ai des trucs à faire, ou si j'ai rien à faire, c'est pas grave, je m'autorise l'ennui. Et comment je m'organise entre mes petits enfants, quand ceux qui vivent aux Philippines viennent 2 mois par an nous rencontrer avec leur grand-mère et moi, comment je m'organise et comment je lâche ce qui est mon quotidien sur Tipeesoft, sur mes projets, etc. Et je me fais confiance sur le fait que je vais tout bien gérer et que j'ai envie de respecter mes engagements et toujours être moi-même. J'aime à dire, dans toutes les situations et quand je suis quelquefois en difficulté, je me dis finalement qui je suis et comment je reste qui je suis. Une autre façon de le dire en creux, c'est notamment dans les situations conflictuelles, ils n'auront pas ma colère, je resterai ce que je suis. Ok. Et est-ce que tu as des prochains projets ou pareil, peut-être que vu que avec ton rapport au temps, ce que tu nous expliquais, tu laisses un peu... Voilà, par mon rapport au temps, j'ai fêté ce que j'ai appelé ma nouvelle décennie. Quand j'ai fêté mes 40 ans, je l'ai fait au même endroit, c'est-à-dire dans ma maison de campagne. Et c'était comme l'arrivée à une étape. C'était une arrivée, mes 40 ans. Et là, j'ai voulu faire ça au même endroit, c'est-à-dire la maison familiale, la maison de campagne familiale, celle que j'ai laissée à la mère de mes enfants quand on s'est séparés, mais qui reste la maison familiale où il se passe toutes les belles choses. Et j'avais envie d'y inviter tous les gens qui participent à ma vie aujourd'hui, tous ceux qui m'accompagnent, que j'accompagne, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les jeunes de la profession que j'ai accompagnés, mes anciens mémorialistes, enfin, et pour que tous ces gens rencontrent mes enfants, que mes enfants les rencontrent, etc. Et j'ai fêté ma nouvelle décennie. C'était pas mon anniversaire. C'était ce qui allait arriver, ce qu'on allait continuer à construire ensemble. Donc, et c'est pour ça que j'aime à dire, aujourd'hui, je vis les plus belles années de ma vie, parce que je suis vraiment dans l'instant présent. Donc, je suis dans l'instant présent, je vois ce qui se passe, je fais mes rencontres, j'ai des rencontres à faire avec Tipeesoft, notamment des gens qui vont m'accompagner à développer ce truc, à le porter avec moi, qui soit de la génération suivante. Voilà, j'ai plein de trucs à faire et je sais que ça va arriver. Ok. T'as pas la pression de dire je dois atteindre un objectif, ou ça se construit au fur et à mesure des rencontres, la pression, elle est toxique dans tout. Échapper à la pression, ça me paraît quelque chose de fondamental quand on veut réussir ses projets et rester soi-même. Et qu'est-ce que t'aimes le plus alors dans ce que tu fais aujourd'hui? J'adore cette question parce que ça me permet de dire je ne crée aucune hiérarchie. J'aime la musique, j'aime tous les compositeurs. J'aime dire aussi aux parents que l'amour ne se mesure pas et que forcément nous avons des relations différentes avec chacun de nos enfants. Et c'est pas pour autant que l'amour qu'on a pour eux est différent. Et qu'il faut pas se tromper de combat. Donc, quand on me dit qu'est-ce que tu préfères, je dis j'aime pas cette question-là. J'aime. Voilà, ce qui compte, c'est ce que j'aime. Et qu'est-ce que t'aimes alors? La vie, surtout. D'abord la vie. De toute façon, tu fais que des choses que
tu as choisi aussi. J'aime les rencontres, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'aime accompagner, j'aime découvrir. Et fondamentalement, j'aime la vie et j'aime le monde. Quoi. J'aime ce que j'ai à y faire. Est-ce que tu es fier de ton parcours ? Oui, enfin, je dis oui parce que je me refuse d'être modeste. J'ai mis beaucoup de temps à m'aimer, donc à accueillir les compliments. Donc aujourd'hui, je m'autorise à me faire des compliments. Et je le dis parce que j'ai envie de faire passer ce message. C'est très difficile quand on est jeune de faire ce travail, déjà de réussir à s'aimer soi-même, de se faire confiance. Donc j'ai envie de les inspirer, de les aider à trouver ça. Et la première chose à faire, c'est, ce que j'ai eu du mal à faire, c'est effectivement accueillir les compliments. C'est vrai que des fois, j'ai certains invités qui me disent je sais pas si je peux dire fier, mais par exemple, je pense que si je leur avais dit est-ce que tu es content de ton parcours, ils m'auraient dit oui, alors que sensiblement, ça peut être la même chose, mais c'est la connotation qu'on met derrière être fier, peut-être un peu se vanter ou je sais pas, alors que c'est... Tu as peut-être remarqué mon silence quand tu as posé cette question. J'ai effectivement réfléchi en disant non, je veux assumer le fait d'être fier. Mais justement pour expliquer tout ce que ça apporte. D'être dans l'amour de soi, pour mieux communiquer avec les autres, pour ne plus être en recherche de preuves d'amour de la part des autres, donc être totalement généreux et dans un amour inconditionnel. Et ton équilibre vie pro vie perso, on en a un peu parlé, mais toi, je sais pas si tu estimes qu'il y a une différence entre pro et perso. C'est facile pour moi de dire aujourd'hui mais ça j'ai toujours ressenti de cette manière-là, c'est qu'on est la même personne, c'est-à-dire que ce qui est avant tout important, c'est d'être soi, et on repère assez facilement autour de soi les gens qui réussissent à être les mêmes dans leur vie perso et professionnelle. Après, pour moi, c'est une vraie réflexion sur son propre projet de vie personnel, sur ce qu'on considère être sa réussite. Est-ce que c'est une réussite sociale ou est-ce une réussite personnelle? Donc c'est à chacun de trouver son équilibre et de s'interroger sur la manière dont il gère lui-même sa relation entre ce qu'il construit sur le plan personnel, sa famille, son conjoint, la personne avec laquelle il construit un projet où chacun grandit, et puis le temps qu'il consacre à accompagner ses enfants aussi et à élever, tu vois, quand je dis élever au sens symbolique du terme, ses enfants. Donc à chacun de trouver son équilibre, et ça, j'ai la prétention, j'ai envie de dire, vous êtes libre de choisir, soyez acteur de vos vies et méfiez-vous de tous les processus de fuite qui vous emmènerait à aller répondre à des injonctions du soi parfait, ou la réussite, c'est effectivement de gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu recherches vraiment au fond de toi? Et puis finalement, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur le fait de découvrir ses talents, etc., et notamment en lien avec l'ikigai, on peut imaginer, pareil dans un monde de bisounours, mais que quand on se réalise soi-même, finalement, on apporte une valeur qui est après monétisable si on exploite les talents qu'on a. Mais complètement. Ça c'est mon discours. C'est le message que j'aime faire passer. Je me suis passionné pour tout ce qui concerne la coopération, et j'ai pris beaucoup de messages passionnant en écoutant sur un site qui s'appelle l'Institut des territoires coopératifs des webinaires sur le sujet. Il y a un petit truc vraiment déjà très pratique que je trouve très riche, qui est distinguer la compréhension humaine, qui est riche et ouverte, de la compréhension intellectuelle, qui est fermée et emprisonnante. La compréhension intellectuelle, c'est une petite partie de la compréhension humaine. Dans la compréhension humaine, il n'y a pas seulement la compréhension intellectuelle, il y a aussi la compréhension spirituelle de tout ce qui nous dépasse et tout ce qui nous relie, et qui fait que tout ne s'explique pas. Et donc la compréhension humaine et intellectuelle est limitante.
J'ai passé ce message auquel je crois beaucoup et c'est intéressant, surtout dans nos métiers très techniques, de voir à quel point on se protège dans une compréhension intellectuelle en refusant la compréhension humaine qui est pourtant fondamentale, notamment dans la relation à l'autre. Mais pourquoi je te raconte ça? Parce que j'ai aussi réfléchi à une notion que je trouverais vraiment importante, c'est que dans nos vies, on est toujours confronté à 3 sujets en même temps. Et il faut travailler sur les 3 en même temps. Et les 3 sujets, c'est que dans tout notre vécu, quand on est en relation à l'autre, il y a 3 éléments qui sont le territoire. Dans quel territoire on intervient? Alors, c'est un peu le terrain de jeu de Françoise. Hein, ça peut être c'est le terrain de jeu, oui, qui change à chaque fois. C'est-à-dire là, tous les deux, nous sommes dans notre terrain de jeu. Quand on parle de la profession ou quand on est contrat, on est dans le territoire d'expert comptable. Et puis on peut être dans le territoire familial. Et voilà, il y a tout un tas de territoires. Donc, avoir conscience du territoire dans lequel on est, avoir conscience du collectif que l'on forme et de la valeur du collectif dans ce territoire, associé à ce territoire, et ensuite avoir conscience du je avec un J majuscule. Et il faut travailler sur ces 3 éléments-là en même temps. Et c'est ce qui me permet de dire que le travail sur le je, il est absolument fondamental. Et qu'il faut jamais reprocher à quelqu'un, ouais, tu penses qu'à toi. La question, c'est pas, effectivement, c'est pas tu penses qu'à toi, c'est le cas qui est embêtant. Il faut que tu penses à toi. Et il faut que tu travailles sur toi. Et c'est une fois que tu seras le plus en harmonie avec toi-même, et notamment on parlait d'amour de soi, et notamment sur ces aspects-là, que tu seras le plus capable d'enrichir le collectif. Donc je suis moi dans un collectif, dans un territoire, tout le temps. Tu vois, ma réponse à la question, c'est oui, je suis moi avec le collectif, et j'influence le collectif en étant moi. Parce que la seule chose qui existe dans la relation que j'ai avec l'autre, c'est la relation. Et la seule chose sur laquelle je peux avoir une influence, c'est sur la relation. J'ai aucun pouvoir sur l'autre, mais j'ai le pouvoir sur la relation que j'ai avec l'autre. Et ce que tu me dis, ça me fait penser, tu me diras si tu es d'accord avec ça me fait penser un peu à la main invisible de Smith, de dire en recherchant être épanoui soi-même, ou à se développer soi-même, en fait que ça va influencer le collectif et pas le sens inverse. Mais complètement. Et de toute façon, on n'a de pouvoir que sur ça. On n'a de pouvoir que sur soi. Donc, quand je veux influencer le collectif, il faut que je travaille sur moi. Je n'ai aucun pouvoir sur le collectif, j'ai juste du pouvoir sur ce que j'apporte au collectif, moi. Et je prends conscience, et moi je l'ai vécu ça, que plus tu es en phase avec toi-même, plus tu rayonnes, et plus tu influences le collectif. Et c'est ça le rôle du leader discret. Ou le rôle du leader. C'est à travers la manière dont il se comporte, le discours qu'il partage, la manière dont il agit, parce que entre les discours et les actes, que les choses se créent et que les relations se font. Et son importance, elle est fondamentale, et elle est fondamentale parce qu'il a travaillé sur lui, quoi. Il y a deux façons de voir le monde. J'aime bien aussi dire ça. Enfin, ça m'a construit aussi ces rencontres. Il y a la façon judéo-chrétienne, le bien et le mal, avec toute la subjectivité qu'elle comporte et dont on voit les ravages qu'elle fait. Et puis il y a une autre façon qui est beaucoup plus riche, qui a été développée dans un bouquin, Conversation avec Dieu, qui est à travers l'amour ou la peur. Dans toute relation, je me demande dans quelle relation je suis avec l'autre. Est-ce que je suis dans une relation d'amour ou dans une relation de peur? Et je trouve que c'est très très riche de voir les choses de cette manière-là. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis dans une relation difficile avec quelqu'un, il faut que je me pose la question de savoir de quoi j'ai peur et de quoi l'autre a peur. Parce que ce sont ces peurs-là qui créent la difficulté de la relation. Et sur quoi je peux bosser? Sur la peur de l'autre et sur la mienne. Et si je rassure l'autre et si je me rassure moi, par miracle, qui n'existe pas, les relations vont s'améliorer et vont s'enrichir et vont être riches et constructives. Travailler sur ces peurs, travailler sur la peur de l'autre. Ok. J'espère que tout ça pourra servir à nos auditeurs.
Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? J'ai décidé, et ça c'est ma cohérence avec moi-même, que je ne voulais pas avoir de regrets. Et en même temps, ma célébration de la vie, c'est ça, c'est-à-dire que je suis dans ce paradoxe de dire à la fois je suis acteur de ma vie et en même temps tout ce que j'ai vécu était écrit. Donc j'ai décidé de bannir le si du passé de mon vocabulaire en disant de toute façon je ne pouvais pas faire autrement que ce que j'ai fait. Donc c'est mon histoire et je l'accepte et elle fait ce que je suis aujourd'hui et ce qui est important c'est ce que je suis aujourd'hui. Et si t'avais, voilà, il y a quand même un si dans la question. J'enlève le si. As-tu un conseil à donner au Thierry qui a 20 ans? J'avais repéré cette question et je la trouve géniale parce que, en tout cas, j'ai envie d'y répondre en disant la manière dont je réponds à ça, c'est la manière dont je vis aujourd'hui. C'est-à-dire l'accompagnement. Mon objectif dans l'accompagnement des jeunes, des plus jeunes que je réalise aujourd'hui, en essayant de les faire aller vers eux-mêmes, c'est moi j'ai mis du temps. Ma devise, c'est il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ce que j'ai envie de vous apporter à vous, c'est de vous permettre d'aller plus vite que moi. Donc le Thierry, j'ai rien à lui dire de cette époque-là. C'est moi aujourd'hui. Mais en revanche, ceux qui sont au niveau du Thierry que je rencontre, eux, j'ai envie de leur apporter des trucs pour qu'ils aillent plus vite que moi. Voilà. Je pense qu'avec ce podcast, à toi de me dire. Ça va permettre à certaines personnes peut-être d'aller plus vite. Écoute, merci beaucoup Thierry pour cet échange. Merci Julie. Et puis à très bientôt. À très bientôt sûrement. Merci de ce moment sympa avec toi. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.